Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la plateforme webinaire pour suivre un nouveau rendez-vous expert Keox en partenariat avec Moniteur Juris. Alors aujourd'hui, nous accueillons Théophile Bégel, Benjamin Huglot, Pauline Morus et Roxane Sageloli qui vont présenter la deuxième partie du décryptage de la loi ENR concernant les dispositions particulières de cette loi, en particulier sur le solaire et l'éolien. Théophile Bégel, Pauline Morus et Roxane Sageloli sont avocats. Benjamin Huglot est consultant, exerçant tous les quatre au sein du cabinet Huglot-Lepage. À noter que les avocats Ariel Guillaumeau et Sylvain Amanaka, les intervenants de la première partie du décryptage de la loi ENR, à revoir sur Keox, ont écrit un article sur cette même loi à paraître à la rentrée dans la revue des dossiers techniques de la construction des éditions du Moniteur, revue qui est accessible en papier et sur keox.fr pour tous les abonnés de la plateforme Keox. Juste avant de laisser la parole à nos intervenants du jour, je tiens à rappeler que vous avez la possibilité de poser vos questions sur la plateforme webinaire tout au long de la présentation. Veillez à bien les formuler sur le chat et je ferai au mieux pour poser une majorité d'entre elles à nos intervenants en fin de présentation. Je vous laisse désormais la parole à tous les quatre. Très bonne présentation à vous. Bonjour à tous, merci d'être là avec nous pour cette deuxième partie du décryptage de la loi ENR qu'on va consacrer sur ce webinaire à l'implantation des installations photovoltaïques, suivi d'une présentation sur le développement de l'éolien en mer et enfin un petit récapitulatif de ce qui concerne les collectivités territoriales. Alors, on va commencer avec la première partie donc dédiée à l'implantation des installations photovoltaïques, sachant que c'est quand même une grosse partie qui occupe vraiment, on va dire presque plus de la moitié de la loi. Très clairement, avec donc dans l'idée de mobiliser le foncier disponible, autant sur les sols non artificialisés que sur les sols artificialisés. Sur les premiers, c'est-à-dire sur les sols non artificialisés, la loi est venue principalement reconditionner toute l'analyse de la compatibilité des projets photovoltaïques avec l'usage des sols, en édictant de nouvelles règles d'implantation sur les espaces naturels, agricoles et forestiers, selon que l'installation est compatible avec l'exercice d'une activité agricole ou nécessaire à l'exploitation agricole. Et sur cette deuxième partie d'installation, celle nécessaire à l'exploitation agricole, on a donc une consécration de la filière agrivoltaïque à laquelle maintenant est dédié un cadre législatif ad hoc. La loi est également venue prévoir certaines règles d'implantation spécifiques à certaines parties du territoire, notamment en zone littorale et de montagne. Sur les sols artificialisés cette fois, la loi est venue prévoir principalement de nouvelles obligations qui sont quand même notables pour l'équipement des parcs de stationnement et des toitures, avec une grande nouveauté qui est que la loi prévoit aussi des obligations concernant l'existant et non plus seulement à l'occasion de constructions neuves ou de rénovations lourdes. Donc, on va s'intéresser en premier lieu aux nouvelles mesures qui concernent les sols non artificialisés, c'est-à-dire les règles d'implantation sur les terrains agricoles, naturels et forestiers, avec en premier lieu ce qui concerne les installations compatibles avec l'exercice d'une activité agricole, par opposition aux installations qui sont désormais nécessaires à l'exploitation agricole qu'on verra dans un second temps. Pour rappel, sur ces installations compatibles, la condition actuelle et qui demeure, qui est posée donc par le Code de l'urbanisme, à différents articles, selon que l'on est sur les règles du RNU, en PLU ou en carte communale. Je vous ai mis les articles concernés dans le PowerPoint. Donc, le Code de l'urbanisme pose comme condition que les installations photovoltaïques peuvent être implantées en zone agricole, naturelle ou forestière, dès lors, première condition, qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. Et deuxième condition, qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. Alors, je préciserai tout de suite que cette deuxième condition n'a pas du tout été modifiée par la loi ENR qui, encore une fois, ne porte que sur la première, la condition de compatibilité. C'est donc à celle-ci qu'on va s'intéresser aujourd'hui. Pour rappel, les critères jurisprudentiels actuels sur cette condition de compatibilité
nous disent que le projet doit permettre l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d'implantation du projet au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée ou, le cas échéant, auraient vocation à s'y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l'emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux. Ce sont les critères qui ont été adoptés par le Conseil d'État dans son arrêt Photosol de 2017 et qui n'ont pas changé depuis. La loi ENR donc, reprend finalement peu ou prou ces critères-là qu'elle codifie donc, dans le Code de l'urbanisme, en nous expliquant que désormais la compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière s'apprécie à l'échelle de l'ensemble des terrains d'un seul tenant faisant partie de la même exploitation, au regard des activités agricoles, pastorales ou forestières qui sont effectivement exercées ou en l'absence d'activités effectives qui auraient vocation à s'y développer. Donc on retrouve l'idée de l'exercice d'une activité significative avec une appréciation cette fois-ci à l'échelle de l'unité foncière et non plus seulement à celle finalement de la zone concernée du PLU, bien que d'ores et déjà en jurisprudence, le juge administratif mettait en œuvre ces deux échelles pour apprécier la compatibilité d'un projet. Donc ça, c'est la première définition retenue par la loi ENR, sachant que la grande nouveauté, c'est surtout l'instauration d'un document cadre qui sera arrêté par le préfet et qui définira désormais les surfaces agricoles et forestières qui seront ouvertes à un projet d'installation compatible, suivant donc cette définition, avec l'exercice d'une activité agricole, ainsi que les conditions d'implantation dans ces surfaces. Ça veut dire, et c'est très important, que plus aucune installation non agrivoltaïque ne pourra être implantée en dehors de ces surfaces et de ces conditions. Et seuls pourront être identifiés à ce titre des sols réputés incultes ou non exploités depuis une durée minimale antérieure à la publication de la loi, qui sera définie par décret en Conseil d'État, sachant que ces sols seront intégrés en toute ou partie dans les nouvelles zones d'accélération qui sont prévues par la même loi. Pour ces nouvelles dispositions, on est toujours en attente d'un décret en Conseil d'État, sachant qu'à ce jour, on n'a toujours pas de calendrier d'application. Ils avaient annoncé un peu en off un délai de 6 mois, donc sans doute d'ici la rentrée ou d'ici la fin de l'année, on aura les décrets. Et puis par contre, pour le document cadre, il faudra évidemment attendre que le préfet l'arrête, sachant qu'une fois que ce sera fait, les collectivités auront 6 mois pour les intégrer. Enfin, dernière précision apportée par la loi ENR sur les installations compatibles, c'est qu'elles devront respecter l'objectif ZAN, à savoir que les modalités techniques de ces installations devront permettre qu'elles n'affectent pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que son potentiel agronomique. On retrouve là la définition de l'artificialisation qui avait été retenue par la loi Climat et Résilience. Sur la deuxième série d'installations concernées, c'est-à-dire les installations nécessaires à l'exploitation agricole et non plus seulement compatibles, la loi vient désormais encadrer toute la filière agrivoltaïque avec une définition de l'installation agrivoltaïque qui se comprend donc comme une installation de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où il contribue durablement à l'installation, au maintien ou au développement d'une production agricole. Sera donc considérée comme agrivoltaïque une installation qui apportera directement à la parcelle agricole au moins l'un des services suivants, en garantissant à un agriculteur actif ou à une exploitation agricole à vocation pédagogique gérée par un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle agricole, une production agricole significative et un revenu durable en étant issu. Je vous ai mis en gras les termes principaux qui seront à retenir. Les 4 services concernés étant l'amélioration du potentiel et de l'impact agronomique, l'adaptation au changement climatique, la protection contre les aléas et l'amélioration du bien-être animal. Ne pourra pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui portera une atteinte substantielle à l'un de ces services ou une atteinte limitée à 2 d'entre eux,
qui ne permettra pas à la production agricole d'être l'activité principale de la parcelle agricole ou qui ne sera pas réversible. Sachant que le fait pour la production agricole d'être considérée comme l'activité principale pourra s'apprécier notamment au regard du volume de production, du niveau de revenu ou de l'emprise au sol. Là encore, bien que la loi soit quand même assez précise sur les critères qu'elle entend retenir, on attend un décret en Conseil d'État pour voir ces dispositions appliquées. Mais on a quand même déjà une assez bonne idée de ce qui pourra ou non être désormais considéré comme agrivoltaïque ou pas, qui va permettre sans doute de lever pas mal de difficultés qu'on peut voir, nous, dans nos dossiers contentieux notamment, avec pas mal de difficultés vis-à-vis des administrations qui ont souvent tendance à exiger le maintien d'une activité agricole identique à celle qui avait cours sur la parcelle, notamment pour les grandes surfaces céréalières, ce qui était systématiquement sanctionné par le juge, mais enfin, il fallait quand même à chaque fois arriver jusque-là. Donc, normalement, avec ce nouveau dispositif, ça devrait changer, du moins on l'espère. Donc, au vu de cette nouvelle définition, les installations agrivoltaïques sont, comme je vous le disais, de facto considérées comme nécessaires à l'exploitation agricole pour l'application des dispositions du Code de l'urbanisme qui régissent la notion de compatibilité. Et seules ces installations agrivoltaïques ainsi définies pourront désormais être implantées en dehors des surfaces qui seront identifiées dans le fameux document cadre dont on vient de parler. Une autre précision apportée par la loi nous dit que l'installation des serres, des hangars et des ombrières à usage agricole supportant des panneaux photovoltaïques devra, quant à elle, correspondre à une nécessité liée à l'exercice effectif d'une activité agricole, pastorale ou forestière significative. Voilà, qui fait l'objet d'un article particulier. Je vous ai également listé certaines dispositions spécifiques concernant la filière agrivoltaïque. Je ne vais pas forcément m'étendre dessus, mais simplement pour préciser que les conditions d'achat d'électricité, donc dans le cadre de l'obligation d'achat notamment, prendront désormais en compte les cas dans lesquels l'installation sera qualifiée d'agrivoltaïque. On attend encore la validation de la Commission européenne là-dessus. De même, ces installations agrivoltaïques pourront participer aux appels d'offres de la CRE. Et ça, c'est une nouveauté pour le coup très importante et dont on mesure d'ores et déjà les impacts. La présence de ces d'installations agrivoltaïques sur des surfaces agricoles ne fera désormais plus obstacle à l'éligibilité de ces mêmes surfaces aux aides de la PAC, ce qui jusqu'à présent n'était pas le cas et qui évidemment freinait énormément le développement des projets de la part d'agriculteurs qui, logiquement, souhaitaient pouvoir continuer à bénéficier des aides de la PAC. La loi donc nous prévoit certaines dispositions communes à ces deux installations, celles compatibles et celles nécessaires à l'exploitation agricole, à savoir que toutes seront désormais soumises à un avis conforme de la CDPENAF. Et ça, c'est une phase très, très importante, c'est-à-dire qu'en gros, vous aurez une décision qui sera prise avant la décision, avec donc un point de bascule qui va se faire là-dessus, parce que la plupart du temps, et même sur des installations qui sont clairement agrivoltaïques, on a encore parfois des avis défavorables de la CDPENAF, donc il y aura un vrai travail à faire là-dessus, sachant que l'avis sera rendu après audition du pétitionnaire. Donc voilà, une disposition qui me paraît quand même importante, sauf bien entendu pour les surfaces qui seront comprises dans le document cadre dont on a parlé et pour lesquelles, mais seulement pour celles-ci, l'avis restera simple. Les installations autorisées le seront également pour une durée limitée et sous condition de démantèlement à terme. Alors bon, toutes les installations photovoltaïques généralement de toute façon sont démontables et réversibles. Mais là, ça veut dire que ça pourra être intégré dans les prescriptions de l'autorisation d'urbanisme notamment, et qui pourra aussi, à ce titre, imposer la constitution préalable de garanties financières, ce qui, pour le coup, est nouveau. On attend là-dessus toujours un décret en Conseil d'État. Et enfin, une dernière mesure, pour le coup, très importante, qui est que les constructions et installations, photovoltaïques toutes comprises, ne seront pas autorisées
dans les zones forestières lorsqu'elles nécessiteront un défrichement soumis à évaluation environnementale systématique, c'est-à-dire un défrichement supérieur à 25 hectares. Et pour ces dispositions, pas de décret en Conseil d'État. Elles seront applicables dès l'expiration d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi, c'est-à-dire dès le 10 mars 2024. On ne pourra plus donc prévoir ces installations dans les zones naturelles et forestières si elles impliquent un défrichement supérieur à 25 hectares. Enfin, je vous ai listé donc les règles, certaines règles édictées par la loi sur certaines parties du territoire. Je vais passer rapidement là-dessus, à savoir donc que la loi pose une dérogation à l'interdiction posée par le règlement national d'urbanisme de construire le long des grands axes routiers en dehors des espaces urbanisés des communes et le long de l'emprise des voies ferrées. On a également une dérogation loi littorale sur la règle d'extension de l'urbanisation en continuité, à savoir que les ouvrages pourront être autorisés par le préfet, après avis de la CDNPS, sur les friches qui sont désormais définies dans le Code de l'urbanisme, depuis la loi climat et résilience, et sur les bassins industriels de saumure saturés. Même chose, dérogation loi montagne, à savoir que la dérogation existante qui donc existait lorsque le SCOT ou le PLU comportait une étude qui justifiait en fonction des spécificités locales la compatibilité avec les objectifs de protection et qui délimitait les zones à urbaniser. Donc cette dérogation-là est étendue désormais aux cartes communales. J'en ai terminé sur la première partie donc, qui concernait les espaces non artificialisés. Et on va parler maintenant des dispositions nouvelles sur les espaces artificialisés, à savoir la mobilisation des parcs de stationnement et des toitures, avec en premier lieu les parcs de stationnement extérieurs. La loi prévoyant que ceux supérieurs à 1500 m² seront équipés sur au moins la moitié de cette superficie d'ombrières intégrant un procédé de production d'ENR sur la totalité de leur partie supérieure, assurant l'ombrage. Alors, ça ne s'applique pas si il est déjà prévu la mise en place de procédés d'ENR qui ne requièrent pas l'installation d'ombrières, qui permettent une production équivalente. Ces nouvelles dispositions s'appliqueront au parc de stationnement existant au 1er juillet 2023. Donc, c'est ce que je vous disais, des dispositions qui sont applicables immédiatement à des installations existantes et à ceux dont la demande d'autorisation d'urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la loi, avec une entrée en vigueur qui dépend selon si le parc est ou non géré en concession ou en délégation de service public. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail là-dessus, puisque mais vous avez voilà, un calendrier d'application suivant ces deux cas. À savoir que le préfet pourra accorder un délai supplémentaire en cas notamment de retard non imputable au gestionnaire et pourra également, dans certains cas, prononcer un report du délai de 5 ans maximum prorogeable 2 ans pour certains motifs qui sont listés. La loi prévoit également des possibilités d'exonération sous certaines conditions dont je vous ai listé les principales, évidemment les contraintes techniques, de sécurité, etc. Et surtout des sanctions pécuniaires en cas de non-respect de ces obligations qui peuvent quand même aller jusqu'à 20 000 € si on est sur un parc inférieur à 10 000 m² et 40 000 € si on dépasse les 10 000 m², ce chaque année jusqu'à mise en conformité. On attend un décret en Conseil d'État pour ces dispositions. S'agissant en deuxième lieu des toitures et des ombrières, globalement, on élargit les obligations de performance énergétique et environnementale des bâtiments de la loi climat et résilience d'août 2021, devant entrer en vigueur donc le 1er juillet 2023, c'est-à-dire là tout de suite, qui s'applique désormais, alors à compter du 1er janvier 2025, à une nouvelle liste de constructions que je vous ai reportée là dans le PowerPoint. Donc pour les constructions de bâtiments, parties de bâtiments à usage commercial, industriel, etc. Je ne vais pas forcément vous lire toute la liste. Et également aux constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public supérieurs à 500 m² d'emprise au sol. Idem en cas d'extension et de rénovation lourde, sous certaines conditions.
Et la loi précise également que les aires de stationnement associées aux bâtiments ou parties de bâtiments concernés devront aussi intégrer des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité, l'infiltration des eaux, leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols. Ces obligations devront être réalisées en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement, avec des conditions de surface minimale qui sont précisées dans le Code de la construction et de l'habitation à l'article L171-4, je vous ai reporté là dans le PowerPoint, et hors extension et rénovation lourde en toiture du bâtiment sur une surface définie par décret, sachant que le décret en question vient d'être soumis à consultation du public là jusqu'à mi-juin. Alors il y avait le décret donc toiture et également 2 arrêtés qui ont été soumis à la concertation du public en même temps, qui concernent les caractéristiques des toitures végétalisées et la proportion de toitures devant être couvertes. Donc vous pouvez retrouver tout ça sur le site du ministère. De la même manière, donc la loi prévoit des exonérations, dont d'ailleurs la liste et les critères sont fixés par le projet de décret dont je viens de vous parler, avec une entrée en vigueur le 1er janvier 2028 pour les bâtiments ou parties de bâtiments existants au 1er juillet 2023, et ce dont la demande d'autorisation d'urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la loi et avant le 1er juillet 2023. De la même manière, un délai supplémentaire pourra, le cas échéant, être accordé par le préfet. Et je préciserai enfin qu'un arrêté ministériel viendra prévoir les cas spécifiques qui concerneront les installations qui sont dans le même temps soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration ICPE en application du Code de l'environnement. J'en ai terminé sur la présentation des installations photovoltaïques, qui est quand même assez dense, et je passe tout de suite la parole à mon confrère Théophile Bégette pour l'éolien en mer. Bonjour à tous. Effectivement, cette seconde partie, on va vous présenter les dispositions de la loi ENR applicables aux installations éoliennes maritimes. On a fait le choix de vous présenter uniquement les dispositions qui concernent le développement de l'éolien en mer, parce que les dispositions concernant l'éolien terrestre sont assez minimes. S'il ne fallait en citer qu'une, c'est peut-être l'article 68 de la loi qui prévoit qu'avant le 3 mars 2024 prochain, le gouvernement devra remettre au Parlement un rapport déterminant et analysant les nuisances sonores et les nuisances lumineuses de ce type d'énergie renouvelable, afin notamment de faciliter et d'éviter des débats contentieux interminables, puisque c'est souvent un des enjeux de ces débats contentieux, à savoir les nuisances sonores induites par les éoliennes terrestres. Et donc ce rapport permettra de clarifier l'existence ou non d'un impact sanitaire et en fonction de quelle distance liée aux éoliennes terrestres. Une autre raison pour laquelle on va principalement aussi évoquer les dispositions relatives aux énergies de l'éolien en mer est que c'est un choix politique. Le président de la République, dans son discours de septembre 2022, a indiqué qu'il voulait accélérer le développement des énergies, des installations éoliennes en mer. Il y a 2 raisons principales. C'est un type d'énergie qui suscite moins de contentieux, même si on voit qu'il commence évidemment à émerger, notamment au regard de l'impact paysager qui est revendiqué par certaines associations de protection de l'environnement, ou de l'impact sur l'économie des territoires, étant donné qu'il y a aussi beaucoup d'associations de fédérations de pêcheurs qui s'opposent à ces projets, mais globalement il y a quand même moins de contentieux. Et surtout, l'énergie éolienne en mer a une capacité de production d'énergie qui est plus importante, puisqu'il bénéficie de vents plus constants et plus réguliers, donc ce qui permet à un parc éolien en mer de produire pour les mêmes installations en moyenne 2 fois plus d'énergie que pour un parc éolien terrestre.
Trois types de dispositions qu'on va vous présenter maintenant. Les premières sont des dispositions relatives à la planification de l'espace maritime. De la même manière que ce qu'on a vu pour les énergies solaires, il y a aussi l'idée de cartographier et de planifier, évidemment, avant la réalisation des projets individuels, les espaces favorables à ce développement d'énergie renouvelable. Et cette planification, elle se fait principalement par la rédaction et la réalisation d'un document cadre qu'on appelle le document stratégique de façade, qui permet, ce document cadre stratégique de façade, de concilier et d'organiser justement les différents usages dont on parlait, notamment l'usage économique du territoire maritime, la protection évidemment de la biodiversité, les impératifs de sécurité, et aussi le développement des énergies renouvelables. Donc, ce document stratégique de façade, il permet, on l'a dit, donc de cartographier sur chaque façade maritime des zones maritimes et terrestres prioritaires pour l'implantation de ce type d'installation, et aussi pour les ouvrages de raccordement au réseau pour donc évidemment rejoindre la surface terrestre. Les nouvelles dispositions prévues dans la loi, donc qui modifient l'article 219-5-1, prévoient que la révision de cette cartographie doit être établie sur une période de 10 ans, mais que à tout moment, et donc en dehors de ce délai, de cette procédure, de ce délai décennal, il peut être révisé moyennant la saisine de la CNDP, mais voilà, c'est une flexibilité pour l'adaptation de ce document dans le temps. Il est prévu qu'il peut être révisé à tout moment. Il est également prévu que l'horizon plus 10 ans doit être essentiel, mais que des premières indications quant aux zones qui doivent être priorisées sont aussi identifiées à horizon 2050. Parce qu'encore une fois, l'objectif du président Macron, c'est d'avoir 5 parcs éoliens en mer d'ici 2050. Donc, il y a une vision long terme qui est identifiée dans ce document. Et deux autres choses, les ZMTP doivent permettre évidemment d'atteindre les objectifs de développement des énergies renouvelables fixés dans la PPE. Alors pour rappel, les objectifs en l'état visent à fin 2028 une puissance installée entre 5 et 6 gigawattheures d'éoliennes en mer, et aujourd'hui on est à 0,5. Donc il y a vraiment voilà une volonté d'accélérer ce développement-là. Il y a 3 gigawattheures qui correspondent à la puissance qui pourrait être installée en l'état des projets en cours d'instruction. Donc finalement, on serait à 50% voilà, dans les années qui viennent. Donc l'idée, c'est quand même de doubler d'ici fin 2028. Il est aussi indiqué que doivent être ciblées en priorité les zones situées dans la zone, dans la ZE et en dehors des parcs nationaux. Encore une fois, dans cette fois un objectif de préservation de la biodiversité. Puisque, on l'a dit, c'est l'un des enjeux majeurs de ce développement de cette énergie, notamment en phase travaux. L'impact en phase travaux et construction de ces installations, c'est l'impact sur les mammifères et les fonds marins. Et en phase exploitation, une fois que sont dressés les mâts et en fonctionnement le parc éolien, c'est l'impact pour l'avifaune, comme sur la surface terrestre, qui doit être prise en compte. Deuxième type de disposition, c'est les dispositions relatives à la participation du public. Il y a là deux choses qui sont importantes de noter. C'est que le ministre chargé de l'énergie doit saisir la CNDP lorsqu'il lance une ou plusieurs procédures de mise en concurrence, puisque la réalisation de ces projets, évidemment, sont tellement importantes qu'elles sont soumises aux procédures de mise en concurrence. Et le fait que la CNDP doit aussi être saisie et consultée lors de la révision du document cadre maritime. Ce document stratégique de façade doit également respecter une procédure de participation particulière en ce que doivent être saisis
pour avis le Conseil national de la mer et des littoraux et également les collectivités territoriales qui sont situées sur le littoral. Jusqu'à maintenant, il y avait uniquement les collectivités territoriales qui étaient saisies, et donc il n'y avait pas la possibilité d'avoir une instance nationale qui pouvait se prononcer avec le recul et une vision uniforme sur tout le territoire sur ce type de document. Un autre ajout, c'est que c'est les collectivités territoriales situées à moins de 100 km des zones d'implantation envisagées qui sont saisies, ce qui permet au moins de clarifier à quelle distance on doit ou non solliciter l'avis d'une collectivité territoriale. Et enfin, le fait que la première cartographie de ces zones maritimes terrestres prioritaires doit intervenir en 2024. Dernier type de dispositions que l'on va rapidement vous présenter, celles qui sont applicables aux procédures de mise en concurrence. Alors c'est l'article 58 de la loi qui prévoit, qui vient créer un nouvel article au sein du Code de l'énergie, selon lequel, lors de cette procédure de mise en concurrence, c'est l'État qui va réaliser les études techniques et environnementales nécessaires à l'élaboration de ces projets. Et évidemment, encore une fois, dans l'idée de favoriser et d'attirer le plus de candidats potentiels, puisqu'on sait que c'est une part importante du coût dans l'élaboration de ces projets, les études d'impact qui doivent être réalisées. Donc c'est l'État qui va prendre en compte ces premières études qui pourront évidemment être complétées le cas échéant par les candidats. L'État peut également, même avant le lancement de cette procédure en concurrence, initier ces études avant même le début de cette procédure de mise en concurrence. Et dernière disposition, l'article 59 de la loi, qui veut que l'autorisation d'exploitation pourrait être accordée sans l'obligation du versement de la redevance annuelle au profit de l'Agence française pour la biodiversité. Encore une fois, une mesure incitative qui vise à inciter le plus de candidats possible et à une économie de coût, donc le coût qui sera supporté par l'État dans ce cadre-là. Je vais maintenant passer la parole à Pauline Morus pour la présentation des dispositions sur les collectivités territoriales. Alors, très rapidement sur les enjeux, pour qu'on en vienne plus rapidement sur les nouvelles mesures, c'est quand même assez important que le cadre juridique permette aux collectivités territoriales d'assurer un rôle moteur dans le développement des ENR pour un ensemble de motifs. C'est ce qu'on vous a mis à l'écran. D'abord parce que ça répond à leurs propres préoccupations locales, et puis pour des motifs complémentaires, notamment parce que ça leur permet de jouer un rôle indispensable de légitimation de ces projets, et partant de faciliter l'acceptabilité locale, qui est souvent un frein dans le développement des projets de production d'énergie renouvelable. Et puis, de manière générale, il est important que le secteur public assure un rôle d'exemplarité dans le développement de ces projets, de façon à embarquer l'ensemble des secteurs vers une évolution des modes de production d'énergie. Pour l'ensemble de ces raisons, on trouve dans la loi ENR un ensemble de dispositions qui concernent les droits et les obligations des collectivités territoriales, même si on n'a pas un chapitre dédié, comme on a pu l'avoir sur le solaire et sur l'éolien qui vous ont été présentés précédemment. Nous, on a aujourd'hui essayé de vous faire un focus sur les principales dispositions qui concernent les projets qui sont sous initiative, sous maîtrise d'ouvrage public, ou les projets dans lesquels les collectivités territoriales vont être commanditaires ou vont jouer un rôle central, notamment parce qu'elles ont la qualité de propriétaires fonciers. Il y a tout un tas d'autres dispositions où elles assurent un simple rôle d'autorité administrative généralement, et qui sont des dispositions qui sont beaucoup plus diffuses. Donc nous, on a vraiment recentré aujourd'hui notre intervention sur les interventions des collectivités territoriales commanditaires. On commence tout de suite par les dispositions qui permettent de faciliter les projets de production d'énergie renouvelable qui sont situés sur le domaine public. Bonjour à tous. Alors, en complément de ce que vient de dire Pauline Morus, pour accompagner beaucoup de porteurs de projets, la difficulté tient la plupart du temps à trouver les surfaces, à pouvoir les exploiter et à surtout garantir une facilité dans le montage de projets et à la fois dans le financement. C'est la raison pour laquelle, vous savez, depuis un certain nombre d'années, les personnes publiques souhaitent valoriser leurs biens, leur domaine, et depuis un certain temps, puisque cette fameuse obligation d'obtenir une autorisation pour l'occupation de domaine public. Il y avait donc ces procédures de publicité de mise en concurrence qui donc ont été mises en œuvre
dernièrement et qui constituait le plus souvent un frein dans la mesure où cela induisait du retard dans les projets pour lancer ce genre de procédure. Et c'est la raison pour laquelle, si il existait donc une disposition qui est l'article L2122-1-3-1 du CG3P qui permettait à l'État de s'exonérer le cas échéant d'une procédure de publicité de mise en concurrence, aujourd'hui, la loi ENR a permis justement aux collectivités de pouvoir, le cas échéant, déroger à ces obligations de mise en concurrence qui permet donc d'accélérer le montage des projets, puisque effectivement c'est aussi un critère qui permet bien évidemment au projet d'aller plus vite pour ne pas perdre de temps, sachant que derrière tout cela, il y a un objectif de mise à disposition du domaine public et du domaine privé de l'État, sachant, comme vous le savez, que pour le domaine privé, tant de l'État que des collectivités, il y a eu tout un doute qui a été levé par une décision du Conseil d'État du 2 décembre 2022, où le Conseil d'État a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer de procédure de publicité de mise en concurrence s'agissant des titres d'occupation sur le domaine privé. Il y a un point parce que la loi ENR est très intéressante, mais ce qui est intéressant aussi, c'est sur ce qu'elle ne dit pas. Et il y a un point qui reste en suspens, qui est la question de la redevance, qui peut grever des projets à plus ou moins long terme, notamment sur toute la question de la rentabilité des projets d'énergie renouvelable. Et aujourd'hui, la loi ENR n'est pas allée sur ce terrain-là, sachant qu'il existe tout de même des dispositions spécifiques au sein du Code général de la propriété des personnes publiques qui permettent, le cas échéant pour certains types de projets, de prévoir des exonérations de redevances. Bon, malheureusement, dans le temps qui nous est imparti aujourd'hui, il n'est pas possible de pouvoir y consacrer davantage de temps. En revanche, si ces questions vous intéressent, nous aurons la possibilité de discuter plus amplement dans notre prochain webinaire du 6 juillet qui est spécifiquement consacré au développement des projets d'autoconsommation collective et des projets solaires plus largement et d'énergie renouvelable avec la commande publique et la domainialité publique. Donc voilà, si vous voulez, pour ces questions-là qui montrent cette volonté, encore une fois, de développer, de mettre en avant les ressources des collectivités territoriales. S'agissant maintenant des dispositions qui visent à faciliter les projets de production d'énergie renouvelable dans le champ de la commande publique, on a quelques dispositions intéressantes dans la loi ENR avec comme objectif de tenter, parce que je dis bien tenter parce que le résultat n'est pas parfaitement atteint, une tentative donc de conciliation des principes fondamentaux de la commande publique avec les nouveaux contrats qu'on connaît d'approvisionnement en énergie renouvelable ou de fourniture d'équipements de production d'énergie renouvelable qui présentent des caractéristiques innovantes telles que des contrats de longue durée, des contrats en circuit court ou des contrats directs producteurs-consommateurs. Pourquoi il faut absolument concilier ces principes fondamentaux? Parce qu'on rencontre plusieurs obstacles. D'abord, on a une grande difficulté à pouvoir spécifier un besoin en énergie locale et sans intermédiaire en raison du principe d'égalité de traitement. Ce principe d'égalité, il s'oppose à la prise en compte d'un critère géographique dans l'attribution des contrats de la commande publique et c'est un principe européen auquel, en droit interne, on n'a pas la possibilité de prévoir de dérogation. Donc, on a une vraie difficulté à concilier ces nouveaux modes d'approvisionnement avec ces principes fondamentaux et notamment ce principe d'égalité. La deuxième difficulté, c'est de prévoir des durées longues lorsqu'on est face, par exemple, à un simple contrat de fourniture d'énergie. En effet, le Code de la commande publique prévoit que la durée des marchés publics est définie de manière générale en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique. Sur la base de ce principe, les contrats de fourniture, de manière générale, dès lors qu'ils n'emportent pas transfert de propriété au bénéfice d'un acheteur public, sont conclus pour des durées courtes, décorrélées de toute durée d'amortissement. Ce qui pose une difficulté pour les investisseurs qui, eux, se lancent dans des projets d'installation de production d'énergie renouvelable avec une nécessité d'amortir sur des longues durées. Donc, ils ont des contrats de fourniture auprès de collectivités qui sont conclus sur des longues durées, alors qu'eux prennent des engagements de longue durée. On a une décorrélation temporelle qui pose des difficultés et qui freine le développement et l'initiative de ces projets. Très rapidement, pourquoi on se pose la question de la compatibilité avec la commande publique? Il y a des choses qu'on oublie, c'est important de le rappeler. Je vous ai mis un petit rappel très simple. Un contrat d'approvisionnement
concrètement, lorsqu'il est passé pour répondre aux besoins d'une personne publique, c'est bien un marché de fourniture. Un contrat d'achat d'équipement de production d'énergie, c'est lui aussi un marché de fourniture. Et puis, lorsqu'on vient enrichir ces contrats avec des missions plus globales de conception, d'installation, de travaux, d'exploitation de maintenance dans la durée, on reste quand même un marché public, on sera sur des marchés mixtes, marché de travaux, marché de services, sont l'objet principal du contrat. Mais il faut bien avoir à l'esprit que tous ces contrats qui sont passés à l'initiative et pour répondre aux besoins des personnes publiques soumises au Code de la commande publique, ce sont bien des marchés et donc ils nécessitent de respecter l'ensemble des procédures et des principes fondamentaux de la commande publique de manière générale. Que prévoit la loi ENR donc pour répondre à l'ensemble de ces difficultés? D'abord, elle vient acter le principe que les acheteurs publics ont le droit, ça peut répondre à leurs besoins, ils ont le droit de définir leurs besoins en termes de contrats de type PPA, donc Power Purchase Agreement, ou de type autoconsommation individuelle ou autoconsommation collective. Leur besoin peut être de passer ce type de contrat. On légitime par principe le recours à ces contrats. Mais attention, si on entérine ce principe, c'est pas. J'anticipe un petit peu sur la suite. Je reviendrai sur la durée. Il faut bien prendre la mesure de ces nouvelles dispositions parce que c'est bien une validation de principe qui permet de passer le stade de la définition des besoins. Mais on en reste là. Malheureusement, on ne peut pas aller plus loin et il faut que les conditions de mise en œuvre et de passation de ces contrats, eux, restent conformes aux principes fondamentaux de la commande publique. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'exonération par principe d'une procédure de publicité et de mise en concurrence. Ça veut dire qu'on n'a pas un critère, pas de principe de proximité géographique ou d'absence d'intermédiaire. On a des possibilités, on a des pistes, on aura l'occasion d'en reparler dans le webinaire que vous a mentionné mon confrère, mais on reste dans les techniques contractuelles de la commande publique qu'on connaissait jusqu'à maintenant. C'est une avancée, mais c'est une avancée qui a ses limites, et les limites, c'est pas le législateur qui n'est pas allé jusqu'au bout de son travail, c'est malheureusement les limites qui sont celles des directives marché imposées par l'Union européenne. La deuxième mesure pour faciliter la conciliation avec les principes fondamentaux de la commande publique, c'est de prévoir expressément que la durée de ces fameux contrats de PPA et d'autoconsommation collective et individuelle peuvent être conclus sur des longues durées et notamment sur la durée d'amortissement, y compris s'il n'y a pas de transfert de propriété à l'acheteur public. Là, c'est plus intéressant. On a une vraie portée pratique de cette mesure. On a une vraie réponse à une difficulté qu'on rencontrait. J'en profite pour bien préciser que le recours au PPA et à l'autoconsommation collective pour les acheteurs publics, c'est uniquement dans le champ des ENR. C'est des contrats qui peuvent être conclus pour des énergies conventionnelles, mais pour les collectivités, on acte le principe que c'est uniquement pour les ENR. Vous aurez l'occasion peut-être de revenir sur cette slide, vous aurez accès à ce support où je vous rappelle la définition de ce qu'est un PPA. Malheureusement, je n'ai pas le temps de m'y arrêter aujourd'hui. Ce qui est quand même très intéressant dans la loi ENR, c'est qu'il y a un cadre juridique complet qui est prévu pour ce type de contrat qui n'existait pas jusqu'alors. Donc c'est intéressant de bien pouvoir maîtriser ce cadre juridique qui va s'appliquer aux projets privés comme aux projets publics. Deuxième volet de la loi ENR en matière de commande publique, c'est un renforcement des obligations en matière de performance environnementale des dispositifs de production d'énergie renouvelable. Le but de ce volet disposition, c'est vraiment de favoriser le développement de la filière industrielle de production de panneaux photovoltaïques, qu'elle soit française ou européenne, puisque par définition, compte tenu de leur proximité et puis aussi des modalités de production, on va être sur des processus qui seront plus respectueux de l'environnement. Donc, en imposant aux acheteurs publics de prévoir davantage de performance environnementale dans l'achat de ces installations photovoltaïques, on favorise indirectement la filière française et européenne. Ça se concrétise par trois obligations. L'obligation de rendre public le lieu de fabrication des dispositifs de production d'énergie. Donc, les acheteurs publics, mais aussi les entreprises d'ailleurs de plus de 200 salariés, seront obligés d'indiquer si les installations photovoltaïques sont de production française, européenne ou autre. Deuxième obligation assez forte, c'est l'obligation
lors de l'achat de ces dispositifs de production d'énergie renouvelable, de prendre en compte leur empreinte carbone et environnementale tout au long du cycle de vie. Ça veut dire depuis le processus de fabrication jusqu'à la phase de valorisation en fin de vie. Ça peut se traduire de plusieurs façons. Ça peut se traduire dans les spécifications techniques, ça peut se traduire dans les critères, ça peut se traduire dans les conditions d'exécution. Il y a plein de possibilités. En tout cas, il faudra intégrer une notion d'empreinte carbone et environnementale sur l'ensemble du cycle de vie sur l'achat de ces modules solaires. Et puis enfin, mais alors ça c'est plus une confirmation, on peut prévoir une condition de réciprocité pour limiter les candidatures de fournisseurs étrangers qui candidatent aux appels d'offres des pouvoirs habilitateurs. On peut refuser des candidatures de fournisseurs qui viennent d'un pays dans lequel nos propres candidats français n'auraient pas le droit de candidater aux appels d'offres. Donc c'est une condition de réciprocité, mais qui était déjà prévue, mais de manière un peu tacite. Et donc là, on officialise cette condition de réciprocité. Voilà pour la commande publique. Je ne sais pas quel temps il nous reste. Très rapidement, il nous reste 2 volets à voir un peu importants sur les collectivités territoriales. D'abord, pour vous parler de l'obligation de contribution au partage de la valeur. C'est une disposition qui a fait beaucoup parler d'elle dans les débats parlementaires au cours de l'adoption de cette loi ENR, avec une volonté initiale qui était vraiment qui était assez innovante. On voulait essayer de créer un lien entre les habitants, les collectivités, les installations de production d'énergie renouvelable sur le territoire, via une déduction de la facture électrique. Alors on est parti sur des montages très innovants, intellectuellement très intéressants, mais c'était concrètement une usine à gaz. Ça a soulevé des réserves assez importantes en termes de respect du principe constitutionnel d'égalité. Le Conseil d'État a émis des réserves à cet égard. On a mis tout ça de côté, on est revenu sur quelque chose d'assez simple, vous allez le voir. C'est une forme de subvention inversée. Donc les porteurs de projets qui s'installent sur les territoires devront participer financièrement aux projets portés par les collectivités et d'autre part à des projets de protection et de sauvegarde de la biodiversité. On n'a pas encore les montants qui seront inversés par ces porteurs de projets. Ce qu'on sait pour l'instant, c'est que sont concernés les porteurs de projets qui bénéficient d'un mécanisme de soutien, donc obligation d'achat ou je ne me souviens plus de l'autre terme, de tous les mécanismes de soutien généralement au titre du Code de l'énergie. Voilà pour l'obligation de contribution au partage de la valeur. Dernier sujet sur la gouvernance. Oui, assez simplement sur la gouvernance. Bon, tout simplement, il y a une disposition du Code de l'énergie qui a été donc introduite par la loi ENR qui permet donc de faire une sorte de portée à connaissance lorsqu'il y a volonté de créer des sociétés porteuses de projets. Maintenant, ce dont il faut bien se rendre compte, encore une fois, ce n'est pas dit dans la loi ENR, c'est que ça ne permet pas de s'émanciper des contraintes du Code général des collectivités territoriales, notamment pour toute la création de ces structures, je pense notamment aux SEMEL. Et s'agissant spécifiquement des SEMEL, celles-ci sont revenues au bout du jour s'agissant des communautés d'énergie renouvelable. Alors, les communautés d'énergie renouvelable, leur objet a été élargi par la loi, puisque aujourd'hui elles peuvent gérer non plus seulement l'électricité, mais toutes sortes d'énergies renouvelables qui donc proviennent du renouvelable, du biogaz, biomasse, etc. Et ce capital social des communautés d'énergie renouvelable est donc ouvert aux sociétés d'économistes locales, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. On parlera bien sûr à côté que il y a des fonds d'entrepreneuriat sociaux qui peuvent être éligibles à ces communautés d'énergie renouvelable sous réserve que ceux-ci présentent l'agrément entreprise solidaire d'utilité sociale. Et enfin, s'agissant des structures porteuses des communautés d'énergie renouvelable, et c'est un point important puisque ça a trait également à la question des projets d'autoconsommation collective par ricochet, la loi a fini par fixer un cadre aux structures porteuses, à savoir l'ASA, la SAS, la SIC et l'association MOB 1901 qui était déjà bien connue, sachant que pour bénéficier des avantages générés par la communauté d'énergie renouvelable, il faut qu'il y ait 2 catégories de personnes et que pour constituer une catégorie, les personnes physiques doivent être au nombre de 20.
Donc, il y a un vrai développement à cet égard vis-à-vis des collectivités. Et encore une fois, tout le travail qui est fait, et c'est aussi ce que nous faisons ici, c'est de mettre je dirais, à profit les contraintes qui pèsent sur les personnes publiques pour monter des projets et permettre de faire aboutir des projets qui ne sortiraient pas sous la seule initiative privée. Et je pense que c'est quelque chose de très important qui résulte aussi de la loi ENR. Et au nom de toute l'équipe, je vous remercie de votre attention. Nous avons beaucoup de plaisir à échanger avec vous. Nous sommes, je le suppose, à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup à vous quatre pour cette présentation. Alors jusqu'à présent, nous n'avons qu'une seule question et c'est sur une précision d'un terme ZEE. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors effectivement, ZEE, on l'a évoqué tout à l'heure dans la présentation des dispositions relatives aux énergies éoliennes en mer. ZEE, c'est la zone économique exclusive. C'est une notion juridique issue de la Convention de Montego Bay et qui veut que dans une bande maritime située entre 22 et 370 km du littoral, un État côtier exerce des droits souverains quant à l'exploitation de ses ressources. Cette notion-là de ZE, elle est apportée dans la loi, pas pour une question de droit maritime et d'exploitation des ressources, mais simplement pour préciser la distance préférentielle au sein de laquelle doivent être en priorité ciblées des zones permettant et devant favoriser le développement des éoliennes en mer. Alors pourquoi cette notion-là apparaît dans la loi? En fait, il ressort des débats parlementaires que le texte initial et beaucoup de députés avaient proposé des amendements pour repousser au plus loin des côtes le développement des éoliennes en mer, évidemment pour éviter l'impact paysager. Et initialement, en tout cas en cours d'élaboration du texte, il y a eu vraiment de très longs débats. Il y a au moins 3-4 jours qui ont été consacrés à la question de la distance. Et donc initialement, l'idée c'était de repousser à 40 km des côtes ces installations éoliennes de manière préférentielle. Et finalement, la majorité a voté pour une distance plus proche des côtes, à savoir la bande de ZE, qui commence à 22 km. Et évidemment pour des questions techniques, parce que les ouvrages de raccordement perdent en capacité, donc en fourniture d'énergie, plus on s'éloigne des côtes évidemment. Donc cette question cette notion de la ZE apparaît dans la loi pour cette raison. Merci beaucoup Théophile Bégel. Alors, il y a une question d'une participante, ou d'un participant d'ailleurs. Désolé, j'ai raté le début du webinaire. Peut-être avez-vous répondu à mon interrogation concernant l'obligation sur les parkings de plus de 1500 m². S'agit-il de la zone bitumée ou uniquement de la surface des places? De Madame Rey, cette question. Alors, tout ce que dit la loi là-dessus, je vous le livre tel quel. C'est que l'obligation est prévue sur au moins la moitié donc des 1500 m² concernés. Donc sur au moins la moitié de cette superficie d'ombrière intégrant un procédé de production d'ENR sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Voilà ce qui est dit. Pour autant, on n'a pas encore le décret qui va concerner précisément les modalités d'application de la partie parc de stationnement extérieur. Pour l'instant, on n'a que le décret de toiture qui vient d'être soumis à la consultation du public là jusque, comme je le disais, jusque mi-juin. Là, il y a une quinzaine de jours. Et le décret parc devrait pas tarder, je pense, à être mis en consultation aussi. Mais voilà, pour l'heure, on n'a pas de détails en fait. Merci beaucoup. Merci en tout cas Roxane Sagelloli pour cette réponse. Encore une petite précision concernant un terme, ZMTP. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Oui, alors ZMTP, c'est l'acronyme pour zone maritime et terrestre prioritaire.
qu'on a évoqué aussi tout à l'heure dans le cadre de la présentation du document stratégique de façade qui permet d'identifier voilà, les zones qui doivent être prioritaires pour l'implantation et le développement des installations éoliennes et de leur raccordement au réseau public d'électricité. Merci beaucoup. Le pendant de la première question sur la surface des parkings, lorsqu'on est sur un grand site avec plusieurs parkings séparés, raisonne-t-on sur le global site, le site global, ou parking par parking? Donc les petits parkings ne seraient pas concernés. Alors là, je ne l'ai pas intégré dans ce PowerPoint-là, mais je sais qu'il y a des possibilités de mutualisation justement sur les grandes surfaces. L'idée étant de globaliser, c'est-à-dire que les obligations doivent être remplies par surface, mais il y aura la possibilité de mutualiser si vous avez différents intervenants, différents parkings, avec un système de vases communicants, mais ça veut dire qu'au global, les obligations applicables à chacun devront quand même être remplies. Voilà, je ne sais pas si ça répond très exactement à la question. Raisons-nous sur le global, le parking. Les petits parkings, je ne sais pas s'ils sont exclus. Ouais, bon, sachant, c'est toujours pareil, en fait, là on a les critères législatifs, on n'a pas encore les décrets d'application parce que tout ça, en fait, vous trouverez vraiment les critères, les modalités d'application, tous les critères, les surfaces, de surface, etc., vous les aurez dans le décret. Maintenant, l'idée, c'est quand même l'appréciation globale, vu qu'il y a ces possibilités de mutualisation. Merci beaucoup pour cette réponse. Écoutez, je n'ai pas reçu d'autres questions jusqu'à présent. Je pense qu'on va pouvoir arrêter là de toute façon. Bon, n'hésitez pas en tout cas à contacter le cabinet Huguelot Lepage à l'adresse contact au singulier @huguelot-lepage.com si vous désirez obtenir de plus amples informations à ce sujet. Alors, juste un mot avant de nous quitter. Pour les abonnés, vous pouvez retrouver cette présentation sur Keox en replay dans votre espace abonné. Et alors aussi, je voulais faire une petite annonce. Nous avons 2 formations. Une de décryptage des impacts de la loi ENR et l'autre portant sur comment utiliser pertinemment une production photovoltaïque dans les bâtiments et les espaces publics qui vous sont proposés par les formations Le Moniteur. Alors n'hésitez pas à vous rendre sur le site. Si vous pouvez juste mettre la slide d'après pour montrer l'adresse qui est un petit peu compliquée. C'est la toute dernière slide. Voilà. Voilà, exactement. Donc, vous pouvez vous rendre sur le site événements-digital.info-digital.com/lemoniteur/formation et vous pouvez avoir accès à ces 2 formations qui vous sont proposées par le Moniteur. Voilà, je vous remercie beaucoup Théophile Bégel, Benjamin Huguelot, Pauline Morus et Roxane Sageloli pour votre présentation et merci à vous qui avez suivi ce webinaire. On se retrouve à la rentrée pour de nouveaux rendez-vous Expert Keox. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon été et à très bientôt. Merci. Merci, à bientôt. Merci à tous. C'est toi qui as la souris.